Bonjour à tous et bienvenue dans cette édition du débrief. En première partie, en actualité nationale, nous reviendrons sur nos partis d'opposition parlementaires, du moins les deux principaux, l'Istiqlal et le PAM. Si le premier fait sa mue, le second fait la moue. Depuis l'arrivée de Nizar Baraka à la tête du parti de l'Istiqlal, une reprise en main a lieu au sein de cette formation, malgré les difficultés et les inévitables grands écarts qu'impose la pratique politique. En revanche, depuis les élections législatives de 2016, le PAM, pourtant second sur le plan numérique au Parlement, dans la Chambre des représentants, n'en finit pas de plonger et d'alimenter la chronique des joutes et des disputes politiques. Or, nous en sommes à 2 ans des élections générales et tous les partis, majorité et opposition confondus, fourbissent leurs armes et se préparent. Aujourd'hui, l'Istiqlal passe à la vitesse supérieure et attaque le gouvernement et la majorité sans discontinuer, alors que le PAM vit dans une situation interne plutôt critique. Nous analyserons leur situation avec nos invités. En seconde partie, après la pause, nous reviendrons sur les résultats des élections européennes, alors même que les grandes tractations et les petites manipulations ont déjà commencé. Mais d'ores et déjà, on peut dire que l'Union européenne n'échappe pas à la tendance générale dessinée dans la majorité des pays qui la composent, avec une poussée des droites extrêmes et des écologistes et un recul net des partis traditionnels, traditionnellement en tête. Nous examinerons donc ces résultats et sur quoi ils pourraient déboucher. Avec nous, pour en débattre aujourd'hui, Hassan Alaoui, vous êtes directeur et fondateur de Maroc Diplomatique et du site qui va avec, maroc-diplomatique.info ou .net, c'est bien ça? Très bien. Merci d'être là, bonjour. Bonjour. Naïm Kamal, vous êtes directeur et fondateur de Kuwait.ma. Merci d'être là, bonjour. Bonjour. Et éditorialiste aussi. Abdelghani Youmni, vous êtes enseignant universitaire d'économie politique et consultant en politique publique. Vous êtes sur ce plateau pour la première fois. Ça ne va certainement pas être la dernière. Merci d'être là. Merci. Merci à vous trois. Pour l'invitation. Merci. L'Istiqlal prend donc de la vigueur et le PAM perd en rigueur. C'est le constat que l'on peut de prime abord dresser à l'observation des évolutions de l'opposition parlementaire. Qu'arrive-t-il au PAM et qu'adviendra-t-il de l'Istiqlal? Naïm Kamal, on commence avec vous. Plus de 18 mois après son élection à la tête du parti l'Istiqlal, Nizar Baraka a-t-il réussi à s'imposer ou, à l'inverse, son activisme n'est que le reflet d'une remise en cause interne du parti? Je crois d'abord que l'Istiqlal est en train de retrouver quelques couleurs. Pas toutes ces couleurs, il lui en manque encore. Mais le rose au jour, on va dire, pour jouer voilà, sur la couleur de l'Istiqlal. Avec l'été, peut-être qu'il va bien bronzer et qu'il aura enfin un bon teint. J'espère pour lui. Et bon, on va dire que, je vais utiliser un terme en arabe, il est en train de terminer l'Idda, Dielo. Donc, il est en train de sortir de deuil, de Shabbat. Vous y allez fort quand même avec le mot deuil. Oui, c'était quand même secrétaire général du parti. Parce que ce qui s'est passé depuis le départ de Boustap, peut-être depuis le départ d'Abbas El-Fassi, l'Istiqlal est entré dans une spirale tumultueuse. Il est en train d'en sortir. Et il fait une bonne opposition au sein du Parlement, hormis son impair, son positionnement sur l'histoire de la langue, qui est incompréhensible pour un parti et pour un secrétaire général de la formation de Nizar Baraka, c'est certain. Maintenant, pour vraiment mesurer ce qui se passe à l'intérieur de l'Istiqlal, il faut y être, mais bon, globalement, le secrétaire général, il a l'appareil en main. Bon, on dit qu'il a une forte pression, une forte concurrence de Hamdi Ould Rachid. Bon, mais chaque fois, au sein de l'Istiqlal, comme dans tous les autres partis, quand il y a un secrétaire général, il y a toujours un pendant, allié, adversaire, rival en même temps, et ça fait partie de la vie du parti. Reste maintenant, pour vraiment mesurer où on est l'Istiqlal depuis l'arrivée de Nizar Barakat, il lui faudrait peut-être une bonne campagne électorale et de bonnes élections pour vraiment... C'est là où on aura... Se légitimer et là où on aura vraiment les effets sur l'existence de l'Istiqlal, de ce changement de style, de mode, de façon de faire, entièrement différente, vraiment à l'opposé de pour vous, c'est ce qui manque. Nizar Baraka est connu pour être un technocrate, un bon technocrate, mais il n'a pas l'onction électorale, si on va dire. Il n'a jamais été élu. Il n'a jamais été confronté aux urnes. Et ça lui manque, ça lui fait défaut. Donc c'est pour ça que je dis qu'il lui faudra une bonne épreuve électorale. Et là, on aura la mesure de l'homme.
D'accord. Abdelghani Youmni, puisqu'on reste sur l'aspect électoral, est-ce que vous pensez qu'avec toutes les tensions, les clivages actuels qu'il peut y avoir entre opposition et majorité conduite par le PJD, est-ce que, puisqu'on parle des élections, on pourrait peut-être envisager un rapprochement entre l'Istiqlal et le PJD? Comme ça avait commencé à être fait quelque part du temps de Ben Kila et de Chabat, ça ne s'était pas fait pour plusieurs raisons. Est-ce que vous pensez que ça pourrait être fait maintenant? Parce qu'il y a certaines positions qui se rassemblent. Ça ne s'est pas fait parce qu'il y avait des problèmes d'opposition entre deux hommes qui ont deux caractères différents. Mais sur le fait d'être technocrate et d'attirer un électorat, on voit l'exemple d'En Marche en France. Emmanuel Macron n'a jamais été confronté aux urnes. Il est arrivé à avoir une majorité au Parlement, mais aussi d'être élu président. Donc, ce n'est pas exclu qu'un technocrate comme Nizar Baraka, qui arrive quand même avec un leadership et un renouveau, et il me rappelle beaucoup Rlab, parce que c'est un technicien, il connaît les dossiers, et il a aussi un projet politique, parce qu'il parle des ruptures, il parle d'arrêter la défiance politique du citoyen même si ce n'est pas parfait, mais c'est le seul aujourd'hui sur l'opposition, dans l'opposition, qui apparaît avec un programme politique. Alors, il faut rappeler aussi que le Sirlel est un parti qui a un matelas d'électorat, au sud, au nord, au centre, il est un peu partout. C'est le seul parti avec le PJD qu'on retrouve enraciné partout. Le PJD aussi, c'est un parti politique de la classe moyenne, c'est un parti politique aussi qui a apporté un discours qui cherchait un petit peu à montrer la transparence, le sérieux, la lutte contre la corruption, même s'il n'a pas été parfait. Aujourd'hui, nous avons deux partis politiques qui ont un électorat solide, l'un classe moyenne pour le PJD, l'autre un petit peu dans l'urbain, dans le rural, dans les petites villes. Le problème qui reste, c'est le PJD aujourd'hui qui s'est coupé par contre de l'islam politique parce qu'il n'a plus cet appui géopolitique qu'il avait de la part de la Turquie et de la part du Qatar, et se retrouve un petit peu seul, marocain. Donc on aura en tout cas au Maroc deux pôles. On va avoir un pôle libéral avec le RNI et peut-être le PAM, parce que les alliances ne sont pas compliquées. Et on aura peut-être un autre pôle conservateur, on retrouvera les classiques, c'est-à-dire le PJD et les Sirlal. C'est-à-dire c'est ce qui devait se passer en 2016, c'est ce qui devait se passer, cette polarisation de la vie politique, sauf que maintenant ça se ferait avec par paire. Exactement. Mais moi, ce qui m'inquiète le plus, c'est pas tout ça. Ce qui m'inquiète le plus aujourd'hui, c'est qu'est-ce que ces partis apportent comme réponse à la défiance des citoyens vis-à-vis du monde politique, et quelle réponse on peut amener à la fracture territoriale, à la fracture sociale, à l'injustice. Ce n'est pas une question d'homme qui va avoir le plus de députés, mais quel modèle de société, je ne sais pas s'ils y travaillent aujourd'hui, mais il faut qu'ils y travaillent, parce qu'il faut qu'on arrive à ressouder le Maroc sur le plan, d'abord entre les classes sociales, entre les Marocains, et ne pas seulement chercher seulement la carrière politique ou d'avoir une majorité. Très bien. Donc on va revenir sur le côté istiqlalien avec vous, Hassan Alaoui. Moi, j'ai à redire. Vous allez le dire, on termine le tour de table. Alors, Naïm, vous parliez justement de cette question, de cet impair, comme vous l'avez appelé, de la loi cadre sur l'enseignement. Est-ce que vous pensez que Nizar Baraka, en prenant cette décision, est-ce qu'il a quelque part montré qu'il y a une frange dure dans son parti dont il serait l'otage, et qui montrerait que quelque part, il n'a pas véritablement les mains libres? C'est pas tout à fait ce que disait Naïm Kamal sur les mains libres. En tout cas, frange dure ou austère ou bien rigide, il en est, comment dirais-je, il en est arrivé à bout, quoi. Mais moi, j'aime le personnage, j'ai beaucoup d'empathie pour Baraka, n'est-ce pas? J'ai été étonné, évidemment, d'apprendre qu'il a pris position dans cette histoire de langue, parce que ça va dans le sens vraiment, c'est un autre visage que je découvrais, mais je crois que maintenant, il a rectifié le tir. Effectivement, il a dû subir un petit peu les pressions de la frange dure qui flirtait plus ou moins, qui flirte toujours cette base insolite
qui flirte toujours avec le PJD, parce que n'oublions pas quand même que l'Istiqlal, c'est le premier parti de ce pays. C'est quand même le parti. C'est le premier, chronologiquement, c'est le premier. En termes numériques, il est troisième ou quatrième. Dans les années 60, c'était quand même l'Istiqlal. Ça a incarné un petit peu. Il n'y en avait pas beaucoup non plus. Pas seulement le symbole, bien sûr, jusqu'en 78, c'est-à-dire après la création, si vous voulez, du RNI, je parle des partis de droite, du centre droit, c'est quand même l'Istiqlal, n'est-ce pas? Hormis l'USFP qui d'ailleurs est aussi une émanation de l'UNFP après le congrès d'Agadir en 1960. Qui est l'émanation de l'Istiqlal. Qui est l'émanation de tous, c'est ça. La matrice. Ils appelaient ça le parti, le Hizb. Oui, Hizb. Il y en avait un seul. Mon père, revenons en 2019. La matrice est toujours istiqlalienne. Donc pour moi, j'ai été quand même frappé, un peu stupéfié. J'ai même écrit un petit tweet pour M. Nizar pour lui dire qu'est-ce que c'est que ça. Vous qui avez fait donc des études en langue française et étrangère, qui maniez, qui étiez ministre de l'économie et des finances, ouvert à la planète et tout, vous prenez une position de ce genre, c'est vraiment... C'est pas digne de vous, n'est-ce pas? Eh ben, mais je crois entre-temps, il a expliqué son propos. Il a dit que c'était parce qu'il fallait former des enseignants pour pouvoir dispenser les cours en français. Non, ce n'est pas vrai ça, parce que je ne crois pas à cette histoire. Parce qu'on n'a pas besoin tout de suite, dans les médias, de riposter ou bien de parer au plus pressé dans cette histoire comme ça, de cette manière. C'est pas vrai. On n'a jamais manqué d'enseignants de français. Le problème, c'était un choix politique. Parce qu'à l'époque, effectivement, se dessinait peut-être une coalition entre les deux partis, n'est-ce pas? Et que forcément, Nizar Baraka pensait que peut-être l'échéance prochaine serait un petit peu forcément une occasion pour constituer le front qui y sera en 2021 en face de l'autre bloc que l'on connaît, n'est-ce pas? Et je ne crois même pas que ce soit ça. En fait, il a rectifié le tir et tant mieux pour lui. Donc, les forces conservatrices qui sont au sein du parti de l'Istiqlal sont toujours à l'œuvre, on les connaît, n'est-ce pas? Ça va du député de Marrakech jusqu'à celui dont tu as parlé, Naïm, tout de suite. Et Nizar, effectivement, il a un très long combat à mener pour l'échéance prochaine, parce qu'il doit absolument faire le ménage totalement, puis prendre la mesure de l'évolution du parti par rapport à ce qui se passe dans l'environnement politique national. Très bien. Nizar Baraka est peut-être l'un des rares, ou le seul, à ma connaissance, chef de parti politique que tout le monde appelle par son prénom. Allez-y, vous voulez faire... Oui, parce qu'il est plus jeune qu'il n'y paraît. Oui. C'est vrai qu'il est plus jeune qu'il n'y paraît. Bon, mais... Il a une bonne tête. On appelle les jeunes par leur prénom et les moins jeunes par leur nom de famille. Non, mais écoutez, moi j'ai grandi dans un environnement, on a toujours appelé les leaders de partis par leur prénom. Bousta, c'était Si Mohamed, Abdelrahim Ouabidi, c'était Si Abdelrahim. Al-Fassi c'était Allez, vous voulez faire une remarque? C'était et ainsi de suite. Donc, on est dans la même continuité. C'est-à-dire, c'est que, sauf dans les salons sophistiqués qu'on appelle les gens par leur nom, ou c'est dans une classe scolaire. Allons-y sur votre remarque, allons-y. Bon, pour l'histoire le positionnement de Nizar Baraka, je ne parlerai pas de le positionnement de l'Istiqlal, parce que le positionnement est conforme à ce qu'a toujours été l'Istiqlal. Il est peut-être en décalage par rapport à l'homme qui a porté ce positionnement. D'abord, en le faisant, on n'a peut-être pas en harmonie, mais disons en cohésion. En cohésion avec ce qu'a toujours été l'Istiqlal sur cette histoire de la langue, de l'enseignement. Il est dans une certaine continuité que je dirais, entre parenthèses ou entre guillemets, malheureuse. Et j'ai l'impression que Nizar a dû céder à cette sirène qui venait de l'intérieur, mais également à un besoin populiste d'aller au-devant de l'électorat, de cette vaste frange de la société marocaine qui, à tort ou à raison, par conviction ou par sentimentalisme, prend cette position pour l'arabe et sur la question des langues. Maintenant, évidemment, PJD, vous savez, moi je ne vois le PJD, l'Istiqlal que dans la rivalité. C'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure que j'avais à redire sur ce qui était sur une éventuelle alliance, parce que d'abord, il ne faut jamais oublier que le PJD, il a commencé à prôner
une idéologie qui était celle de l'Istiqlal, peut-être en l'instrumentalisant un peu plus. Exactement. Parce que toujours l'Istiqlal avait comme référentiel l'islam. Peut-être que le PJD y ajoutait le isme pour devenir l'islamisme. Et qu'en conséquence, il a beaucoup pris sur la base et sur l'électorat de l'Istiqlal traditionnel. Et que il y a un capital électoral à aller chercher pour l'Istiqlal, c'est d'abord essentiellement chez le PJD. Pour une question, disons, d'affinité idéologique ou de similarité idéologique. Maintenant, j'étais un peu surpris. Je demande, quand il a été dit que le PJD a été coupé de son référentiel islamiste, c'est pas vrai. Non, de son appui islamiste géopolitique extérieur. Ce n'est pas non plus certain. Ce n'est pas non plus certain. Mais bon. Après le ça, il faudrait peut-être. De toutes les manières, on n'a pas les éléments qu'il faut pour ça, mais on a certaines idées. On n'a pas les éléments matériels. On n'a pas les éléments matériels. Il y a des idées, il y a des. Que c'est ceci, cela. Mais je ne crois pas qu'aujourd'hui le PJD soit vraiment coupé de la nébuleuse frères musulmans et de l'international. En tout cas, eux disent le contraire. Ça dépend de l'aile. En tout cas, ils s'en défendent. Ça dépend de l'aile, parce qu'il a été coupé en deux ailes. Il y a l'aile gauche et l'aile droite. Non, il y a l'aile Ben Kiran et puis il y a l'Othmani. On ne va pas dire gauche ou droite. L'aile Ben Kiran qui est très dure et qui peut être encore lié à l'islam politique, et l'Othmani qui est dans ce PJD du gouvernement. Il a composé, sinon il aurait pu ne pas accepter. Ben Kiran également est dans la même logique. On ne peut pas dire. Il y a vraiment aujourd'hui, vous savez, c'est classique. C'est classique dans les partis marocains, ou généralement dans les partis politiques. On n'est pas vraiment, au sein du PJD, dans une fragmentation idéologique. Malheureusement. Vous voulez dire que c'est une même idéologie, une même approche c'est la même approche, le même référentiel. Aujourd'hui, les divergences ont été des divergences d'hommes et de positionnement dans des postes, pas de positionnement intellectuel. D'intérêt. D'intérêt, exactement. Ben Kiran, on a vu qu'il a essayé de revenir. Alors, si vous me permettez, là, on ne parle pas du PJD, parce qu'on va rentrer dans le PJD. Vous terminez votre idée, puis on revient à l'Istiqlal. Parce qu'on va passer au PAM. C'est venu sur la table de la discussion. Il faut bien clarifier pour le téléspectateur, pour qu'il ne soit pas dit qu'on est en train de dire choses. Donc, brièvement, le positionnement est celui des hommes, c'est-à-dire, il ne faut jamais oublier l'historique entre Othmani et Ben Kiran à l'intérieur du PJD, était toujours un positionnement de divergence, de différence. C'est Ben Kiran et feu Abdullah Baha qui ont évincé l'Othmani, c'est l'Othmani qui a évincé encore après. Donc c'est Ben Kiran qui essaie de revenir. C'est une forme de chaise musicale sur des positionnements de qui contrôle et commande le parti entre ce qu'on appelle aujourd'hui le courant des ministères. En l'occurrence, c'est une chaise et deux personnages. Voilà. Très bien. Donc, on va quand même laisser les choses ici. Hassan Alaoui, on va passer au PAM, puisque c'est l'opposition. Hassan Alaoui, il se passe quoi entre Ben Chemmas et tout le monde au sein du parti? Écoutez, là, c'est une autre paire de manches. Je crois que moi, je ne comprends pas cette nébuleuse, mais je sais un petit peu, j'essaie de savoir le sens de tout ça. Tout simplement, ça révèle une coquille qui est en plein éclatement, n'est-ce pas? Le PAM aujourd'hui, contrairement à ce qu'il fut, le PAM, c'est une coquille dans la politique marocaine. C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, c'est devenu une coquille, mais avant, c'était un parti d'espoir qui est porté par des hommes, porté par un projet d'avenir pour le pays, inscrit dans une modernité donc, que tout le monde applaudissait et souhaitait. Aujourd'hui, évidemment, je ne sais pas si c'est la nature des hommes qui le dirigent ou tout simplement c'est le manque de perspective et le manque de cohérence et de cohésion. Là, on les voit sur l'écran côte à côte. Toujours est-il que moi, maintenant, aujourd'hui, le PAM, pour moi, c'est comme une armée mexicaine. Il y a beaucoup de généraux, mais il n'y a pas de troupes, il n'y a pas de cadres, il n'y a pas de militants. Tout le monde se dérobe, n'est-ce pas? Et puis, cette histoire, puisque vous posez la question,
je trouve ahurissant que, quand bien même il aurait raison par rapport au statut du parti, si Hakim Ben Chimmas n'a pas à procéder de cette manière pour éjecter donc Si Hamd Khchichen, qui est un cofondateur, sinon un principal fondateur aussi du cofondateur du il était PAM, au mouvement pour tous les qui démocrates est donc dès le départ. voué corps et âme toute sa vie et dans, je veux dire, à son parti. Donc il y a la Pas manière. toute sa vie. Hein? Pas toute sa vie. Oui, mais enfin, Ces dernières années. ces dernières années quand même. Oui, pas mal, une dizaine d'années. Je parle de l'avenir, parce que quand même il est encore jeune. Et donc je n'applaudis pas cette procédure parce qu'elle me heurte personnellement. Maintenant, il y a les considérations, on trouvera toujours une considération, on dira que le comité des sages peut être approuvé, ou même certains 12 membres qui lui sont restés fidèles, parce qu'il y a aussi en face les 12 autres membres, n'est-ce pas, qui sont incarnés par Wahhabi et autres, qui sont contre. Et je crois qu'on va vers une implosion. C'est la seule logique, c'est un petit peu comme une planète qui chauffe très très fort de l'intérieur, n'est-ce pas, et qui va exploser de toute façon, qui va nous conduire vers une révision un petit peu de la carte politique, pratiquement, parce que si le PAM éclate, et c'est ce genre d'événement, si vous voulez, ce comportement un peu césarien de Si Ben Chimmas l'y pousse. Si jamais donc le PAM éclate, il va falloir un petit peu évidemment s'inscrire dans une dynamique d'alliance, et laquelle alliance, je ne vois que allez dire, la locomotive derrière, la locomotive qui s'appelle le RNI. Oui, et pourquoi pas, dans ce cas-là, comme vous avez dit, on pourra parler du RNI-PAM, comme parti, pourquoi pas. Donc pour constituer une force, parce qu'aujourd'hui l'objectif c'est 2021. Très bien. Alors, votre propos, c'est que, bon, manifestement, ce qui se passe n'est pas très bon, c'est le moins qu'on puisse dire, et qu'on pourrait aller éventuellement vers une alliance ou vers une fusion de l'un dans l'autre. Abdelghani, je vous pose donc la même question sur ce qui se passe à l'intérieur de ce parti, mais est-ce que, avec tout ce qui est en train de changer autour de nous dans le monde, au niveau politique, ici ou ailleurs, est-ce que vous pensez que le PAM a commencé une sorte de mue intérieure, ou alors est-ce que c'est véritablement du n'importe quoi, pour dire les choses par leur nom, ce qui se passe à l'intérieur, et qu'on va vers une implosion, on va vers une explosion? Enfin, comment vous voyez les choses maintenant? Il s'est passé beaucoup de choses. Malheureusement, non, puisque c'est un parti qui manque de leadership, et qui a maintenant aujourd'hui un secrétaire général qui est dans la verticalité. Et ça, ce n'est plus possible en politique parce que c'est un parti qui a été créé pour l'espoir, et c'est un parti qui a été créé avec pas mal de progressistes et pas mal de gens qui étaient de gauche et qui voulaient construire un Maroc social, mais aussi un Maroc qui a un programme économique, qui cherche le développement, qui cherche un petit peu à souder les régions. Moi, le PAM aujourd'hui, je l'appelle le parti de la régionalisation retardée et pas avancée. Alors pourquoi retarder? Parce que c'est un parti, malheureusement, avec Ilyes Le Omari qui était en place et qui a clivé les Marocains c'est comme aujourd'hui beaucoup de Marocains, ils pensent que le PAM est le parti des régions du nord du Maroc, ce qui est faux. C'est un parti rural. Des rifins. Et ce qui est faux, le PAM a été construit autour de la ruralité. D'ailleurs, la plupart des élus sont dans le rural. Malheureusement, les progressistes et les technocrates sont partis. Ils ont laissé la place à des notables, à des nouveaux riches et à beaucoup de rentiers de la politique et de l'économie politique. En fait, beaucoup de gens sont soit élus députés, soit présidents. Alors aujourd'hui, quand on regarde dans les chiffres, nous avons quand même 5 régions qui sont occupées. Et pourquoi ces présidents de ces 5 régions n'ont rien fait pour quelque chose qui est dans la Constitution de 2011 et qui parle de la régionalisation? Il faut l'avancer, aller plus. Parce que si demain on doit faire un bilan en 2020, en 2021, eh bien ces présidents de régions qui sont PAM n'ont pas de bilan à présenter. Et après, quand on regarde aussi, est-ce que ce parti a fait avancer le pourquoi il était venu à unifier les Marocains? On ne l'a pas fait. Et malheureusement, comme vous l'avez rappelé tout à l'heure dans les discussions, c'est que le PAM a été créé pour vaincre l'islam politique. Et c'était une erreur dès le départ. Pas seulement. Attends, il termine après vous apportez votre précision. Pas seulement c'était l'islam politique, mais de proposer un modèle alternatif. Alors, le modèle alternatif, ils n'ont pas pu, ceux qui sont venus après les progressistes, parce que les progressistes sont partis très vite, les pères fondateurs sont partis, ils n'ont pas les outils, ils n'ont pas les connaissances, ils n'ont pas les compétences. Malheureusement, on n'a pas d'élite politique. À la limite, moi je dirais qu'au Maroc, on est dans un pays où on a réussi à créer une démocratie sans élite politique.
C'était un tour de force quand même. Rapidement. Oui. Quand mon cher ami dit que le PAM a été créé pour combattre l'islamisme, n'est-ce pas? Parce que c'est ça l'idée. Moi, je m'inscris en faux contre ça parce que quand le PAM a été créé en 2008, le parti islamique n'était pas encore, disons, sur la selle. Il n'était pas aussi conquérant. Il était les élections de 2002 lui ont accordé, je crois, 42 sièges ou quelque chose comme ça. 2007, c'est quand même, ça a été gagné par l'Istiqlal, n'est-ce pas? Non, j'ai dit pas seulement. Et le PAM est arrivé en 2008, donc on ne pouvait pas faire une équation, j'allais dire, dialectique entre la création du PAM et l'annonce, la proclamation du combat contre le... D'accord, donc vous avez apporté votre précision. Naïm Kamal, vous allez aussi préciser sur cette histoire d'islam politique, mais je vous ajouter une autre question à laquelle vous répondrez après la pause, parce que c'est déjà la fin de la première partie. On est déjà à 5 secrétaires généraux, on est en train de préparer le 6e, et beaucoup de bébés, vous allez répondre à ça. On se retrouve dans quelques instants après la pause. Rebonjour, on se retrouve pour la seconde partie du débrief. Juste avant la pause, nous parlions de l'opposition parlementaire, donc PAM et Istiqlal. Nous allons terminer ce thème avant de partir en Europe pour décortiquer ou analyser du moins les résultats du scrutin qui s'est déroulé la semaine dernière. Juste avant la pause, Naïm Kamal, vous vouliez intervenir sur cette question de rapprochement entre, de l'idée de création du PAM sur le PJD, etc. Oui. Mais je voulais aussi vous poser cette question de où c'est qu'on va, parce que ça fait quand même, c'est l'un des rares partis, peut-être le seul, qui a autant changé de secrétaire général depuis 2008. On en est au 5e et qui est sur le départ. Donc on est pratiquement sur le 6e. Donc comment vous voyez les choses? C'est tellement inaccoutumé au Maroc, c'est tellement anachronique qu'effectivement on peut se poser la question, même qu'en définitive, normalement ça devrait être un signe de bonne santé. Or, dans le cas du PAM, c'est un signe de mauvaise santé. C'est-à-dire que depuis le départ de Fouad Ali El-Himma pour sa mission de conseiller du roi, le PAM n'arrive pas à se stabiliser sur un secrétaire général. Aujourd'hui, et depuis, le PAM, s'il y a un constat à faire, c'est qu'il manque d'hommes de poids lourds qui peuvent le conduire ou unir et réunir les militants autour d'un objectif. J'aimerais bien revenir parce que j'ai bien aimé l'expression de Hassan Alaoui quand il a dit le PAM est en train de devenir une coquille. Moi, je le vois plutôt, c'est effectivement, on peut rétrospectivement se demander si ce n'est pas une coquille dans le sens linguistique du terme, dans ce sens où il est une faute d'inattention dans un texte. Et qu'on pourrait considérer que c'est une advertence. C'est assez recherché, ça. Mais ça m'est venu sur l'instant. La création du PAM, pour qu'on soit clair, qui est venue du MTD, le mouvement de tous les démocrates. Et là, il y a une séquence qu'il est facile peut-être rétrospectivement d'analyser, qu'il est plus difficile d'appréhender correctement quand on est dans le feu de l'action au moment où il se passe. Le PAM, le MTD, quand il a accouché du PAM, pour 3 raisons principales. 1, on constate qu'il y a un taux d'abstention énorme au Maroc, que les partis, qu'ils soient 36, 4 ou 5 ou 1000, n'arrivent pas à englober et à ramasser, à rassembler, mobiliser tout l'électorat. Et qu'en conséquence, il n'est pas venu pour prendre aux autres, il est venu, dans ses déclarations d'intention, c'est d'aller chercher cet électorat démobilisé. 2. Effectivement, il s'est positionné, et d'ailleurs de le choix de son acronyme PAM, modernité, c'est-à-dire c'est un projet moderne qui s'est appuyé sur des hommes de la société civile, d'anciens gauchistes, dans ça qui peuvent porter un projet moderne, moderniste, qui peut innover en termes politiques le débat national. Il est venu, effectivement, il ne faut pas le nier, il s'est positionné officiellement, le plus officiellement du monde,
contre ce qu'il appelle les tendances obscurantistes, passéistes. Il s'est positionné là-dessus. Ce sont les 3 créneaux sur lesquels il est venu. Mais c'est un projet avorté par l'histoire et ses imprévus. C'est le printemps arabe, enfin, entre guillemets, ce qu'on appelle le printemps arabe. En vérité, c'est un automne. Et les donnes ont changé, complètement changé. On est entré dans une nouvelle phase, on a une nouvelle constitution, de nouvelles configurations. L'homme charismatique qui faisait autour de lui l'unanimité a été appelé à d'autres fonctions parce qu'on en avait besoin ailleurs, parce que le moment dictait d'autres besoins. Le parti est resté orphelin. Bon, Ilyes al-Omari, bien sûr, a réussi à créer l'illusion de maîtriser ce parti, de le contrôler, de pouvoir le mener à vaincre. Et c'est là qu'il y a eu la première déviance, d'oublier d'abord les principaux objectifs du PAM, la mobilisation de l'électorat défaillant et le modernisme plus ou moins. Et il s'est focalisé PJD. Il s'est donné comme mission et de contrecarrer. Et là, il a effectivement dévié le parti et on en a vu le résultat. Il est arrivé deuxième, poussif, il faut le dire. Il est arrivé deuxième vraiment de façon très difficilement. Est-ce que vous pensez, question à tous les trois, excusez-moi, question. Et là, il a produit l'effet inverse. Au lieu de mobiliser, il a été pisé chez les autres, chez les RNI, chez les MP, en partie chez le Istiqlal, et ce qu'il devait mobiliser n'a pas été fait. Depuis, on est disons, à volo. C'est un bateau ivre qui est en train de dévier. On va rester sur ce terme de puiser rapidement. Oui. Alors, premier point, c'est que une dernière question à vous trois avant de passer au second qui, thème. En moins de 4 ans, a réussi la prouesse, la grande et admirable prouesse de gagner quand même 105 sièges, ouais. N'est-ce pas? C'est quand même. 102. Et ça, c'est grâce un petit peu à ce qu'il a incarné dans ses premières années, n'est-ce pas? Donc, c'est encore une force aujourd'hui. Deuxième élément qu'il faut mettre en évidence dans cette affaire, c'est que finalement, ça peut être une question d'hommes, de poigne aussi, d'hommes de poigne qui doivent diriger aujourd'hui. Est-ce que l'homme qui dirige le PAM aujourd'hui, a-t-il la capacité des premiers dirigeants de cette formation politique, qui eux, effectivement, incarnaient un certain charisme, c'est le cas, comme dit Naïm, non seulement un charisme, mais une certaine pratique de la politique faite dans la concertation et dans l'écoute et dans l'échange. Aujourd'hui, on a l'impression qu'il y a une espèce pas seulement de mutisme du leader, mais... L'absence de dialogue. C'est ça. C'est vraiment... Il n'est pas là. Tout à l'heure, je parlais de césaropapisme. Il ne s'écoute, paraît-il, que lui-même, et c'est pas bon. C'est-à-dire qu'en fait, il transgresse un petit peu la règle des prédécesseurs, des fondateurs, des pères fondateurs. C'est ça, aujourd'hui. Alors, on va déborder sur le temps. On va quand même se garder quelques solides minutes pour les élections romaines. Dernière question, le mot de la fin pour vous, Abdelghani Youmni, sur cette question d'opposition parlementaire. Naïm Kamal parlait de puiser, le PAM qui aurait puisé ou qui a puisé dans les autres partis. Est-ce que vous n'avez pas le sentiment aujourd'hui que c'est ce qui est en train de se passer au détriment du PAM, c'est-à-dire c'est l'arroseur arrosé. On a l'impression que Nizar Baraka, avec son discours l'année dernière sur la relecture de l'histoire du Nord, ou alors que le Réuni, avec toutes ces brutes, toutes ces informations, des rumeurs qui courent sur une éventuelle fusion du PAM, est-ce que vous n'avez pas l'impression que quelque part, il est en train d'être vidé de l'intérieur par d'autres forces qui sont, elles, en pleine puissance? Tout à fait. Alors, premièrement, ce sera le mot de la fin. Monsieur Alaoui rappelait que le PAM est passé à 105 députés. Quand on regarde la cartographie du PAM, c'est une cartographie qui est liée au monde rural. Et le monde rural n'a pas d'éducation politique et n'a pas de tradition politique. C'est-à-dire ce sont les notables qui ont une attractivité tribale des fois familiale, des fois relationnelle, qui permet de... Le PAM n'est pas inscrit dans les villes comme ça a été projeté au départ, au lieu au départ de faire des villes progressistes avec un projet social autour d'un Maroc qui est un petit peu...
qui est équitable. C'est parce qu'au départ, on était sur un projet d'équité sociale, avec un projet politique, avec d'arrêter la fracture territoriale, la fracture entre les Marocains, de faire une justice sociale et fiscale. Alors aujourd'hui, est-ce que l'arroseur sera arrosé? Oui, parce que le PAM est quand même un parti libéral. Donc aujourd'hui, vu qu'il n'a plus de leadership, vu qu'il n'a plus de direction, eh bien, tous les électeurs du PAM vont aller normalement vers le RNI. D'ailleurs, le RNI, avant le boycott, avait commencé un tour de 2 années, comme si on était en campagne électorale. Et le secrétaire général, qui était Arnouch, qui a repris le RNI, a fait le tour de plusieurs villes et de plusieurs régions du Maroc, le président du RNI. Donc plusieurs régions, plusieurs villes. Pourquoi? Pour effectuer effectivement ce travail. Aujourd'hui, le pôle... L'Istiqlal fait pareil aussi. Les Abarakan sillonnent le pays. Fait pareil, mais il n'est pas inscrit sur la même... c'est pas la même ligne, c'est pas la même ligne politique. La ligne politique du RNI, c'est une ligne politique qui est libérale, peut-être social-libérale un petit peu, parce qu'ils vont être obligés de diluer le programme libéral pour mettre du social. Et là, ils vont prendre un petit peu à l'Istiqlal, beaucoup au PAM, qui n'existe plus sur l'échiquier politique en tant que parti d'espoir. Et les Marocains aujourd'hui cherchent aussi d'espoir. Alors, on a oublié de parler quand même je ne pense pas. On va terminer sur ce thème. C'est lié certainement au leadership. On a encore une petite minute sur ce thème. Je voulais juste finir rapidement. C'est qu'il ne faut pas oublier quand même que l'électorat d'avenir, au futur, c'est un électorat de jeunes. Aujourd'hui, 10 millions de Marocains quand même entre 15 et 27 ans ou 28 ans. Et là, on a un électorat aujourd'hui sur lequel il faut travailler, la jeunesse. Très bien. Donc, on va laisser notre opposition parlementaire, sachant que de toute manière, opposition et majorité butent toutes les deux sur la loi cadre, sur l'enseignement. On va attendre de voir ce qui va en advenir, parce qu'il fallait la placer celle-là, l'enseignement et les langues. On revient toujours là-dessus. On passe au second thème, qui est celui de l'Union européenne et les élections qui ont eu lieu la semaine dernière. Le Parti populaire européen, PPE, reste donc le premier, même s'il a perdu une quarantaine de sièges, passant de 217 à 179. Le Parti des sociaux-démocrates est second. Il reste second dans les mêmes conditions, passant de 186 à 150. Mais aujourd'hui, le groupe des libéraux, la montée en puissance des Verts, les droites extrêmes qui arrivent en force et le Brexit. Quel avenir donc pour l'Union européenne après les élections? Un rapide tour de table. On commence par vous, Naïm. Impression générale après ce scrutin. Que le pire a été évité. C'était quoi le pire? L'extrême droite. L'arrivée, on s'attendait que, du moins dans... Un raz-de-marée, enfin une vague... un raz-de-marée. Avec ce qui se passait en Italie, avec les scores qu'on prêtait, qu'on supposait... En Italie, ça a été pas le raz-de-marée, mais ça a été une très forte... Non, ça a été fort, je dis en Italie, mais Salvini qui a été pratiquement l'un dans l'autre, l'Europe, l'un dans l'autre, les meubles ont été sauvés. Ils ont perdu beaucoup de plumes. Enfin là, je parle de la droite libérale, la droite classique, la droite libérale et la gauche. Il y a un recul. Mais l'extrême droite, les populistes, en dehors des pays où elle s'est déjà ancrée, comme l'Italie, comme l'Autriche, comme la Hongrie, ce n'est pas une véritable... La surprise, ça a été aussi la montée des Verts, qui est une bonne nouvelle. Oui. Et en plus, on a vu en France, par exemple, que il a perdu son pari Macron, mais il n'a pas tout perdu. Quand même, c'est un parti récent. On peut dire qu'il a perdu en France, il a gagné en Europe. Oui. Mais oui, et c'est un parti bricolé. Les Républicains en marche, c'est un parti qui a été bricolé. Et malgré ça, il est arrivé en deuxième. Alors, il aspirait à la première place, mais avec moins d'un point de différence. Une sorte de avec une meilleure fortune. Bon, la défaite a été celle de l'extrême gauche. En France, c'était celle de Mélenchon. En Allemagne, Merkel, il a reculé, mais il a sauvé les meubles. Les Verts, c'est là où ils ont été... D'ailleurs, c'est une tradition allemande, les Verts. Chaque fois qu'il y a une montée des Verts, c'est d'abord en Allemagne où il s'est fait le mieux sentir. Ils en sont à plus de 20%. En France, ils en sont à 13%. Donc, aujourd'hui, ils sont pratiquement la quatrième force derrière la droite, derrière les sociaux-démocrates, derrière les populistes, qui sont à 171 députés. C'est un record historique pour eux. Et il y a les Verts qui viennent, je crois, avec à peu près 70 postes. Disons, voilà, je reviens à ma première réaction. Le pire a été évité. Maintenant, ce que ça va devenir... Alors, on termine le tour de table. Hassan Alaoui. Moi, je vais faire
3 ou 4 petites remarques rapidement. Je pense personnellement que Macron n'a pas perdu, tout simplement. Parce que Macron va... C'est lui qui avait dit qu'il voulait arriver en premier. Oui, qu'il fallait il qu'il n'est pas arrive en arrivé. premier. Oui, il fallait bien qu'il table sur être le premier. Il ne va pas dire je me présente pour devenir. Il n'a pas perdu. Pourquoi ? Parce que tous les autres vont devoir le suivre contre Marine Le Pen. Il n'y a aucun parti, aucun homme ou une femme en France qui va s'opposer, n'est-ce pas, à Macron pour approuver Marine Le Pen. Parce que Marine Le Pen, elle a fait le plein maintenant, ça y est, elle n'a plus rien. Maintenant, au niveau de l'Europe... Il a régressé par rapport à 2014. Oui, il a régressé. En pourcentage, de 3 points. De 3 points. Oui, il a régressé, mais il reste quand même celui qui incarne un petit peu, si vous voulez, le combat contre la droite en France. L'extrême droite, pardon. La droite est bien sûr, comme tu as dit, elle n'existe plus. Je veux dire, la droite classique. L'italien, c'est le seul qui peut se réjouir et se contenter, parce que l'italien, évidemment, ils sont à 30 et quelques. Mais les 30. Là encore, je prévois, moi, à l'avenir, déjà il y a un éclatement avec son partenaire, donc des 5 étoiles. 5 étoiles, n'est-ce pas ? maillot. Et à terme, je veux dire, on va vers une espèce de rebuffade de l'électorat italien. Qu'est-ce qui reste ? Il reste les Anglais. Ils vont partir parce que le Brexit les oblige à partir. Donc, ce qui va encore affaiblir toute l'extrême droite européenne. L'extrême droite européenne, maintenant, à partir de mardi, il y a eu ce qu'on appelle la guerre des chefs. Et quand on voit la liste des chefs, il n'y a pas pour le président, je veux dire pour le Conseil ou la Commission, il n'y a pas quelqu'un qui incarne vraiment autre chose, je veux dire au niveau de l'extrême droite. Aucun leader. Nous avons une Danoise qui est très, 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 très applaudie, parce que quand même, elle a résisté au GAFA, etc. N'est-ce pas ? Nous avons un Hollandais quand même, qui est aussi donc, de gauche. Néerlandais. Néerlandais, c'est ce qu'il a dit. Néerlandais. Hollandais. Exactement. Nous avons Barnier, le Français, qui tient le coup aussi, parce qu'il est poussé. Il y a l'Allemand. Et puis, il y a l'Allemand, Manfred Weber, qui, lui, évidemment, est aussi poussé, parce que l'Allemagne, maintenant, a son mot à dire, parce que les Verts allemands, ils sont là sur la scène politique depuis belle lurette, c'est-à-dire depuis 20 ans. Ils ont eu même un ministre des Affaires étrangères, si vous vous souvenez, vert, n'est-ce pas ? Je me souviens plus. Joschka. Hein ? Vous parlez des Allemands ? Oui, oui. Joschka Fischer. Fischer, qui était ministre des Affaires étrangères. Donc, tout ça, je veux dire, je m'inscris dans la démarche de mon ami Naïm, qui, effectivement, ça ne changera rien. Parce que nous, ce qu'on craignait, c'est que l'extrême droite, évidemment, prenne les rênes du pouvoir au Parlement, je veux dire par rapport au Maroc. Mais pour le Maroc, bien sûr. Et aussi parce que la question du Sahara revient régulièrement donc, au Parlement européen. Et donc, ça ne change rien, finalement. Par contre, ce qui va changer par rapport à nous, c'est un petit peu les relations, je veux dire, sur l'immigration et tout ça. Ils vont durcir, je crois qu'ils vont durcir. On va revenir là-dessus. On termine le tour de table avec une question supplémentaire pour vous, René Youmni. Donc, l'impression générale sur le scrutin. Et puisque Hassan Alaoui parlait du Maroc, on a un statut avancé. Oui, alors. En quoi ça peut changer ou qu'est-ce qui pourrait changer éventuellement ? Alors, qu'est-ce qui pourrait changer ? D'abord, on a évité le pire, grâce au sursaut de la participation qui est passée de 42 à 50,2 points. On a gagné 8 points, 8%, et surtout des jeunes, parce qu'il y a des études qui ont été faites, surtout des jeunes pro-européens qui sont partis voter pour bloquer un petit peu cette vague grise. Moi, j'appelle ça les chiens et les loups. Alors, les loups, c'est les souverainistes, c'est-à-dire les extrémistes, et les chiens, c'est un petit peu les libéraux, les loups et les chiens. Et donc, cette participation de 50,2% qui a permis de freiner. Après, c'est une bonne nouvelle des Verts, qui marque quand même un score qui est très élevé et qui arrive avec presque 69 députés. Quand on regarde maintenant la carte et les résultats des élections, nous avons la fin de la bipolarité, c'est-à-dire la fin de la gauche-droite. Nous avons d'autres joueurs qui sont rentrés en scène. Et puis, on a un équilibre. Alors, les extrêmes ont fait 173 sièges. Les Anglais vont sortir avec le Brexit, on va rester sur 100. Les libéraux, ils ont fait 105. Et là, on aura un équilibre. Alors, sur la France, En Marche a fait 21 députés. Le Rassemblement national a fait 24 à peu près. Donc là aussi, on a un équilibre. Je ne pense que globalement, ça ne changera pas.
Mais par contre, qu'est-ce qui pourrait changer à l'avenir? Parce que tout ça est lié à quoi? Il est lié à la fois aux vagues migratoires qui sont irréversibles entre l'Afrique et l'Europe, et que le Maroc aujourd'hui est en train de devenir la première frontière d'Afrique vers l'Europe. Donc ces vagues migratoires sont irréversibles. Plus ces vagues migratoires vont pousser, plus la démographie va continuer en Afrique, et elle continuera, plus aussi la transition démographique qui en baisse en Europe continuera, parce que là aussi c'est irréversible, plus on aura ces problèmes de souverainistes qui vont un petit peu bouger, et ça va se traduire par une progression encore continue des extrêmes droites. Alors sur le Maroc, nous sommes un pays qui a un statut avancé depuis 2008. Et ce statut avancé nous donne beaucoup d'avantages et nous ouvre beaucoup de balcons sur l'Europe, et nous permet aussi d'avoir tous les 3-4 ans d'avoir sur 700 à peu près millions d'euros à la fois de facilités, de garanties et de prêts. Et puis nous avons 145 millions d'euros aussi d'aide de subventions européennes, parce que l'Europe, malgré tout ce qu'on peut croire, elle tient à cette politique de voisinage avec le Maroc. Et le Maroc est le pays du sud de la Méditerranée qui bénéficie le plus d'aide et de subventions de la part de l'Europe. Mais c'est un calcul aussi, c'est un gagnant-gagnant. Alors aujourd'hui, si les extrêmes gagnent les élections et s'ils arrivent à contrôler, on va avoir des problèmes d'abord sur nos accords agricoles, sur nos accords de pêche, sur nos accords de libre-échange, parce qu'en 2013, il y avait un projet... Ça pourrait être remis en question, ça? Bien sûr, ça peut être... Je ne crois pas, parce que les équilibres vont quand même rester, parce que les Européens, c'est-à-dire les leaders européens et aussi les nations européennes, ne vont pas laisser les extrêmes, parce qu'ils savent qu'ils ont plus à perdre qu'à gagner. Alors, parce que l'UE elle est construite autour de quoi? Autour de projets de paix, de démocratie, de prospérité partagée, même s'il est partagé inégalement avec le Sud. Mais quand même, les Européens, ils savent qu'il y a des enjeux, et que s'ils lâchent l'Afrique, moi, quand je parle du Maroc, c'est l'Afrique. S'ils lâchent ce continent, ils seraient les premiers à en payer les frais et les conséquences. Et donc là, il faudrait... C'est quand même un jeu d'équilibriste qui n'est pas facile. Mais aujourd'hui, je pense que sur les années à venir, sur les 5 années, je ne crois pas, on est sur les mêmes équilibres qu'en 2014. Alors, il nous reste quelques minutes. Naïm Kamal, moi je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous quand je vois que quand vous dites rien n'a changé, je suis plutôt inquiet. Moi, je n'ai pas dit que rien n'a changé, on a évité le pire. On a évité le pire. Alors justement, comme le dit... C'est une majorité comme le dit Abdelghani Youmni, on est en passe de devenir, maintenant avec la guerre en Libye, la première porte d'entrée en Europe. On a en face de avec nous... la CEDEAO, si on intègre la CEDEAO, on sera la première frontière, la dernière frontière. La dernière frontière. Donc, c'est-à-dire qu'on sera obligé d'admettre et de laisser partir. Alors, on a en face un Salvini qui est particulièrement remonté, et il a montré qu'il était capable d'appliquer ce qu'il disait. Il était là déjà. Oui, mais là, il y a une autre configuration. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous, mais enfin, bon, chacun a ses avis sur la montée de Marine Le Pen et du Front National. Il y a en Europe, ils appellent déjà ça la vague brune. C'est peut-être un peu trop. Ton avis. Alors, non, j'attends le vôtre. Comment vous considérez que les choses vont se passer au niveau migratoire entre l'Europe et le Maroc maintenant? Parce que les choses sont en train de changer. Là, on est en 2019. Les prochaines élections en 2024. Mais il se passe des choses d'ici là. Vous croyez qu'aujourd'hui, les choses se passent mieux pour les émigrés que s'il y avait l'extrême droite? Déjà, ça se passe mal pour les émigrés. On voit qu'ils sont refoulés un peu partout. Ils sont pourchassés. On essaie de créer des cantonnements à l'intérieur des pays exportateurs. On demande leur contribution sans vraiment aller. Donc, qu'est-ce qui va empirer au niveau de l'immigration? Ils vont commencer à les tuer au lieu de les refouler. Non. Bon, c'est déjà très dur. On est en plein, 2 minutes. Enfin, j'en prends 30 secondes, moi, c'est ça? Oui. Alors, prenez le cas des visas ce mois-ci avec les pays européens. Il y a eu un blocage. Ouais. Un blocage, pourquoi? Parce qu'il y a une lourdeur de traitement sur des candidats, non pas à la migration, mais au tourisme. Non, je veux bien répondre à cette question, parce que j'ai les infos qu'il faut. Alors, vous voyez déjà où on est la situation. Très bien. On en est là. Bon, si ça se complique encore un peu plus,
Ce n'est pas vraiment pour moi le véritable enjeu. Très bien, quelques secondes pour la réaction. Le mot de la fin pour vous, Hassan Alaoui. Quelques secondes pour la réaction. Une seconde pour la réaction. D'abord, là, on parlait d'immigrants. Je crois que vous parliez des migrants et vous parlez d'immigration. Alors, et après, le problème des visas. Le problème des visas, je prends la circonscription de Casablanca. Quand le consul de Casablanca est arrivé, il y avait 80 000 demandes de visa. Aujourd'hui, il a 130 000 avec le même nombre de personnel. C'est juste un problème de traitement. C'est pas un refus. C'est pas un refus de. Oui, ça, je connais l'explication qu'on a donné les ambassadeurs. Bon, on laisse le mot de la fin. On arrive à la fin de l'émission. Le mot de la fin pour vous, Hassan Alaoui. Le mot de la fin, c'est que cette histoire d'immigration, c'est un faux débat aujourd'hui. Parce que tout simplement, l'Europe s'est verrouillée, s'est barricadée, n'est-ce pas? Et il ne faut pas continuer à nous raconter des histoires, comme l'a dit Sa Majesté d'ailleurs. L'immigration africaine, c'est entre Africains. Il y a 90%, n'est-ce pas, d'immigration d'un pays africain à un autre pays africain. Et il n'y a que 10% qui partent pour l'Europe, qui réussissent à partir pour l'Europe. Donc c'est un débat qui est absolument faussé. C'est encore une fake news, n'est-ce pas? Et donc il faut arrêter ça aujourd'hui. Il faut maintenant. Hein? À l'heure, c'est un leurre, c'est une fausse information. Et l'extrême droite a beau jouer là-dessus. Elle nourrit les extrêmes. Oui, l'extrême droite européenne, elle a beau jeu de miser sur ce problème. Ce sera fini dans quelques années parce qu'il n'y aura plus d'immigration. Alors et en plus, ce n'est pas uniquement l'immigration africaine vers l'Europe. L'immigration, c'est un phénomène international. Alors, puisque c'est un phénomène international, et on terminera là-dessus, il faut aussi considérer le fait que s'il y a une migration du sud vers le nord, il y a aussi une migration du nord vers le sud. Du nord vers le sud, ce serait intéressant d'analyser ça. C'est fini pour aujourd'hui. Merci à vous trois d'avoir été avec nous. Merci de nous avoir suivis. À la semaine prochaine. Merci.